Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être avec nous. Je m'appelle Laurence Froidevaux, je suis journaliste et je vais modérer ce séminaire. Je suis avec trois invités, trois spécialistes des rénovations énergétiques. Margot Pelletier pour Enerdrape, Sébastien Bron pour Yord et Richard Mess pour Local Energy. Ils et elles vont se présenter dans un instant pour vous expliquer concrètement ce que leur société propose. Le thème de cette réunion, on va parler d'efficience énergétique et de solutions techniques énergétiques concrètes qui permettent de rénover, de décarboner, d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments, le confort des locataires, mais aussi de les valoriser, ces bâtiments, d'augmenter leur valeur. On sait qu'en Suisse, plus d'1 million d'immeubles doivent être rénovés d'ici 2035-2040. C'est dire qu'il y a en quelque sorte urgence. Je vais vous demander de vous présenter à tous les trois. On commence avec vous, volontiers, Margot Pelletier. Bonjour, vous êtes la CEO et cofondatrice de Enerdrape. Oui, bonjour Laurence, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, Margot Pelletier, cofondatrice, directrice d'Enerdrape. Enerdrape, on est une société lausannoise à la base issue de l'EPFL et on est des spécialistes de géothermie sans forage. Donc concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on va transformer des espaces souterrains, comme un parking souterrain par exemple, en source d'énergie renouvelable locale pour les besoins en chauffage et en climatisation des bâtiments. Donc au final, quand on a un parking souterrain, on a énormément de murs qui sont en contact avec cette chaleur souterraine qui est là, disponible, gratuite. Et grâce à notre solution de panneaux géothermiques qu'on va venir tapisser sur ces murs, on va pouvoir capter cette chaleur et la revaloriser sous forme de chauffage ou de climatisation pour le bâtiment. Merci beaucoup Margot Pelletier. Je propose qu'on passe à vous, Sébastien Bron. Vous êtes aussi le cofondateur d'une société qui propose autre chose. Cette société s'appelle Yord. Exactement. Bonjour à toutes et tous. Donc Sébastien Bron, ingénieur de formation, directeur et cofondateur chez Yord. Chez Yord, on sait comme vous certainement que la transition énergétique, c'est un grand défi, un gros challenge, mais on aime les challenges et donc on s'est attaqué au poste de dépense principal du bâtiment, à savoir le chauffage. Et la clé dans le chauffage, en fait, c'est de pouvoir combiner, de pouvoir allier les gains énergétiques, les gains financiers au confort. Parce qu'évidemment que la solution la plus simple pour faire des économies d'énergie, c'est de diminuer la température à l'intérieur du bâtiment, mais avec ça, on augmente forcément les plaintes que l'on va recevoir des occupantes et occupants du bâtiment. Parce qu'on a froid, quoi. Parce qu'on a froid, exactement, et aussi des locataires. Et ça, c'est pas une solution à moyen et long terme. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une solution d'optimisation, un optimiseur de chauffage qui va comprendre l'inertie du bâtiment pour anticiper ces demandes en chaleur et donc chauffer uniquement lorsque c'est nécessaire et ainsi avoir des économies, des gains énergétiques et des gains financiers jusqu'à 40% de manière complètement automatique et autonome. Merci beaucoup Sébastien Bron. Je me tourne vers vous, Richard Mess, pour Local Energy. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Laurence. Donc Richard Mess, je suis le directeur de Local Energy. Local Energy, c'est un petit peu une régie énergétique. On connaît tous les régies immobilières. Nous sommes une régie énergétique, ça veut dire qu'on va prendre soin d'une installation énergétique qui va produire de l'énergie sur un immeuble et on va utiliser ça comme un objet de rendement pour le propriétaire. Donc concrètement, nous sommes une équipe d'ingénieurs, nous allons accompagner les propriétaires d'immeubles pour installer du photovoltaïque sur la toiture de l'immeuble et après revendre l'énergie aux locataires et au réseau. Ça veut dire que la toiture devient un objet de rendement et pour ça, il faut s'en occuper correctement, il faut faire un suivi énergétique permanent, il faut faire un entretien, il y a une histoire de facturation des locataires et puis il faut s'assurer que la centrale fonctionne en permanence. Si on fait ça, à ce moment-là, la toiture devient un objet de rendement énergétique et ça se permet de satisfaire autant des aspects énergie que des aspects de normes ou de légaux, on va dire, puisqu'aujourd'hui, on se doit de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un immeuble. Merci beaucoup Richard Mess pour Local Energy. Vous avez des clients très, très différents tous les trois et est-ce que vous diriez que vos solutions sont complémentaires? Margot Pelletier. Oui, alors je pense qu'effectivement nos solutions sont très complémentaires. On va cibler plus ou moins les mêmes types de clients et puis parfois ça diverge un petit peu. Par exemple, nous, Enerdrape, ça va être les propriétaires immobiliers maîtres d'ouvrage, ça peut être pour des immeubles locatifs, ça peut être des communes, ça peut être des immeubles plutôt commerciaux. On ne va pas faire de la villa individuelle, je crois qu'on a un peu tous
pareil sur ce côté-là. Et oui, ça va être assez complémentaire. Yord va pouvoir diminuer en amont les besoins en chauffage. Enerdrape va pouvoir valoriser et apporter plus de chauffage renouvelable. Et puis on va pouvoir avoir plus d'électricité aussi renouvelable. Donc c'est clairement très complémentaire, à mon sens. Vous proposez donc les trois des solutions différentes mais complémentaires. Vous avez en commun, vous diriez tous les trois, de valoriser ce qui existe déjà, finalement tout ce bâti qui est en assez mauvais état en Suisse. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a la majorité du parc immobilier en Suisse date des années 60-70. Et puis, c'est clair qu'on va développer encore des nouveaux bâtiments et construire, mais il faut composer avec ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà, c'est des taux de rénovation qui sont très, très faibles. Et ces taux de rénovation, ils doivent augmenter, mais ça coûte cher. Et donc, on propose des solutions, j'ai l'impression, qui sont très concrètes, pragmatiques, avec des coûts pour les propriétaires qui sont très compétitifs. On va en reparler justement de ces coûts parce que pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez peut-être l'impression qu'il faut dépenser beaucoup d'argent d'un coup. Et on va voir avec vous qu'il y a des solutions qui peuvent se faire par étapes. Dans le fond, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi on est réunis tous les quatre aujourd'hui? C'est quoi les enjeux aujourd'hui, que ce soit pour les propriétaires d'immeubles, les fonds de rénovation, les communes? Qu'est-ce que vous diriez, Richard Mesple, pour Local Energy? Alors, je dirais en amont, on peut parler de Local Energy, mais en amont, il y a surtout un phénomène qui est assez incroyable, c'est que dans les années 60-70, quand ces immeubles étaient réalisés, en réalité, l'énergie n'était pas une préoccupation pour les propriétaires immobiliers. C'était le locataire qui payait l'énergie, et puis pour le propriétaire, il avait peu d'interaction avec ce monde de l'énergie. Aujourd'hui, cette préoccupation a largement changé. Les propriétaires sont inquiets de savoir que leur immeuble consomme peu et consomme bien, avec un impact carbone qui est le plus bas possible. Tout ça se voit dans les rapports en fin d'année. Et je pense qu'il y a une prise de conscience globale qui permet aujourd'hui de dire l'énergie nous intéresse en tant que propriétaire d'immeuble. Donc ça, c'est vraiment un gros changement. Et avec nos solutions, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir on est gagnant-gagnant, que ce soit le propriétaire de l'immeuble, que ce soit le locataire ou le réseau et l'environnement. En réalité, si on s'occupe correctement de l'énergie, tout le monde est gagnant et tout le monde se sent mieux dans les immeubles qui sont habités. Vous validez tous les deux, il faut agir maintenant. Le meilleur moment pour investir et pour rénover, c'est maintenant, Margot Pelletier? Oui, effectivement, je pense que c'est maintenant, dans le sens aussi où plus on attend, plus il y a de pertes. Aujourd'hui, attendre pour rénover ou pour prendre action, ça implique une perte d'énergie, indirectement une perte d'argent. Et aussi, on va se retrouver peut-être dans quelques années à être face à une réglementation qui va être beaucoup plus contraignante, alors qu'aujourd'hui, elle est plutôt incitative. Donc je pense qu'à ce côté, plus on attend, plus on y perd. Et c'est là où il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de déjà faire 20, 30, 50% du pas et du coup faire 30-50% d'économies, de gains et de retarder un petit peu l'échéance. Vous constatez qu'il y a parfois de la peur. Est-ce qu'il y a des freins, justement, quand on a envie d'investir et de rénover? Quelles sont vos expériences respectives? Peut-être vous, Sébastien Bron, avec Yord. Il y a des choses qui font peur, finalement, aux propriétaires ou aux communes? Je rejoins ce qu'a dit Margot, et puis là, ça fait partie de la peur. C'est pourquoi attendre? Parce que j'ai l'impression qu'on attend sur des solutions qui existent, et c'est assez paradoxal parce que du coup, ces solutions, on en a peur. On a peur des nouvelles technologies, mais on aime la technologie. Et donc, je pense que le frein principal, c'est la méconnaissance de ce genre de solutions. C'est d'avoir peur des nouvelles technologies et aussi potentiellement de l'investissement, que ce soit en termes en ressources humaines ou en ressources financières. Parce qu'on est dans l'inconnu et quand on ne sait pas, on préfère ne rien faire plutôt qu'essayer. J'ai un peu l'impression que c'est ça le gros frein. C'est intéressant, vous êtes d'accord tous les trois avec ça? Vous constatez que certains propriétaires d'immeubles ont tendance à véritablement freiner et attendre trop longtemps finalement? Parce que les solutions seront plus coûteuses si on attend. Alors les solutions vont être plus coûteuses et puis je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup de subventions qui existent au niveau communal, cantonal, voire fédéral. Et je pense que demain, ces subventions vont peut-être s'enlever, il y aura peut-être des amendes, il y aura peut-être des contraintes économiques qui vont être plus compliquées. Donc oui, aujourd'hui, il faut agir, les solutions existent, elles sont pérennes, elles ont été vérifiées, elles sont efficaces.
Et pour chacun des domaines qu'on représente autour de cette table, je pense que c'est le bon moment d'aller de l'avant. Comment on sait justement si on a droit à des subventions, Richard Mess? Tout le monde n'y a pas droit, hein. Ça dépend aussi des produits proposés. Ouais, il y a effectivement beaucoup de subventions qui existent. La difficulté de savoir à quoi on a droit. Alors, il y a un site qui est quand même très bien qui s'appelle Franc Énergie. Et ce site, il va vous permettre de trouver par commune, en fait, les subventions qui existent dans le domaine de la rénovation énergétique, mais aussi de la mobilité, etc. Il y a beaucoup de subventions qui sont notées. Donc, vous notez simplement le nom de la commune et après, vous avez la liste qui se déroule de toutes les subventions qui existent. Et c'est là où on se rend compte que beaucoup d'acteurs politiques, finalement, aujourd'hui, investissent dans cette transition, aident à la faire. Après, il faut avoir les bons ingénieurs pour organiser tout ça, les bons architectes, et puis on a les bonnes personnes pour produire localement ce qu'on consomme localement, et surtout pour utiliser les énergies sur place pour que les immeubles soient plus agréables. Alors on l'a dit, hein, ce qui freine parfois, c'est la peur de la technologie. Ça coûte cher aussi. Et puis l'impression qu'il faut peut-être tout rénover d'un coup. Et suivant le parc immobilier qu'on a en notre possession, un immeuble avec plusieurs appartements, ça peut faire un peu peur. Est-ce que dans les 3 solutions énergétiques que vous proposez, avec Yord, avec Enerdrape, avec Local Energy, on peut y aller par étapes, finalement par petits bouts. Est-ce que ça a du sens d'y aller par petits bouts? Sébastien Bron, peut-être, hein. Oui, je pense qu'il faut prioriser. Il n'y a pas besoin de prendre l'entier du parc d'un seul coup, hein. Si on parle d'une commune ou d'un propriétaire immobilier, je pense qu'on a des enveloppes budgétaires et puis tout de suite on se dit, mon Dieu, on va devoir refaire toute l'isolation périphérique, ça va coûter des millions pour tout mon parc. Mais pourquoi pas simplement commencer par une des 3 solutions sur les bâtiments avec le plus de potentiel. Puis ensuite, moi j'aime bien toujours la loi de Pareto. Donc, commencer par le plus grand avec le moins d'efforts, puis ensuite arriver avec le plus d'énergie pour ce qui reste à la fin. Mais si on commence par mettre ces efforts sur les bâtiments à plus fort potentiel, que ce soit pour de la géothermie sans forage ou de la pose de panneaux solaires ou de l'optimisation énergétique, je pense que c'est ça la clé, c'est de prioriser. Et nous, on a aussi ce devoir, ce rôle d'accompagner nos futurs clientes et clients dans cette priorisation, parce que des fois, ils ne savent juste pas par où commencer, en fait. Et comment on peut aider justement, je pense à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ne sont pas des spécialistes, comment on peut les aider justement à analyser, identifier et prioriser? Comment ça se fait dans vos domaines respectifs? Margot? Alors par exemple chez Enerdrape, quand on est face à justement un propriétaire immobilier qui a plusieurs actifs, on va faire ce qu'on appelle un screening au départ. Donc on va un peu faire une analyse de leur portefeuille pour voir là où techniquement c'est faisable déjà, par rapport à leur planning de rénovation, là où justement il y aura le plus de potentiel, où on peut avoir un taux de couverture ou d'autoconsommation plus grand. Donc ça va nous permettre de pouvoir phaser et séquencer l'installation à l'échelle du parc. Donc par exemple, nous on fait comme ça. Et peut-être pour rebondir aussi sur ce que disait Sébastien, on peut aussi prioriser et réfléchir à un séquençage de travaux. Par exemple, nous, on a parfois été face à des propriétaires qui nous disaient ah mais si j'installe aujourd'hui votre solution de panneaux géothermiques Enerdrape, mais que dans 15 ans ou 10 ans, je dois changer complètement ma chaudière, je vais devoir tout démonter, tout refaire parce que je vais devoir tout rénover. En fait, non. Alors, ça dépend bien sûr des solutions, mais aujourd'hui, on peut très bien se dire j'ai cet actif, ce parking, j'installe ces panneaux. Pendant 10 ans, je vais déjà récupérer cette chaleur gratuite. Elle va peut-être faire 30-40% des besoins actuels du bâtiment. Et dans 10 ans, quand je vais rénover l'enveloppe du bâtiment, on en fera peut-être 60 ou 100% des besoins. Et si on en fait toujours que 60, ça sera totalement compatible avec d'autres systèmes de pompe à chaleur, avec l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, avec d'autres solutions. Donc il y a aussi ce séquençage dans le temps qui est possible et qui permet aussi de bénéficier du rendement, des économies d'énergie que l'on a fait sur les 10 ans grâce à une de nos solutions pour aussi alimenter et financer les prochaines rénovations. Donc ça, je pense que c'est aussi un sujet qui est assez clé et important et c'est pas toujours un paradigme, c'est pas toujours le paradigme actuel. C'est intéressant si je peux rebondir juste sur cette notion de séquençage. Parce que c'est aussi notre approche chez Yord, et puis on a, je pense, la même vision. On a vraiment voulu développer un produit qui est universel d'un point de vue de la typologie de bâtiment, mais surtout de la point de vue de la typologie ou du type
de producteurs de chaleur. Et c'est intéressant ce que tu dis, Margot, parce qu'on peut très bien justement équiper maintenant des chaudières qui sont en fin de vie, des chaudières à gaz, à mazout qui coûtent cher. On n'a pas envie de les changer, mais on a peur d'investir dessus, en se disant qu'avec le même appareil, on peut ensuite équiper du renouvelable comme une pompe à chaleur ou du chauffage géothermique, par exemple. Donc vous dites qu'on pourrait par exemple garder maintenant même une chaudière à Exactement. mazout, quelque temps encore. L'optimiser et puis prolonger sa durée de vie aussi potentiellement, et puis mais déjà l'optimiser maintenant et donc avoir un retour sur investissement de notre solution sur quelque chose qui coûte cher comme le gaz, et puis ensuite récupérer le même matériel, la même solution pour brancher sur du chauffage à distance ou une pompe à chaleur, c'est égal. Une pompe à chaleur équipée de panneaux géothermiques par exemple, c'est tout à fait faisable et c'est cette approche-là de séquençage qui me plaît beaucoup. Je pense qu'après, on est tous d'accord que le mieux, c'est de rénover tout bien, tout juste et de faire tout bien d'un coup. Mais justement, si aujourd'hui, on n'a pas les ressources financières, temporelles ou humaines pour le faire, plutôt que d'attendre 10, 15 ans ou 5, enfin peu importe, et d'attendre un peu la solution miracle, comme je disais au début, tout le temps qu'on attend, c'est que de la perte. Donc autant déjà faire des choses, des petites choses, pour déjà avoir des gains et des bénéfices et faire un premier pas en fait. Dans le fond, les propriétaires se rendent peut-être pas toujours compte qu'ils ont un potentiel dans un bâtiment. Et donc, on dort quelque part sur un potentiel même de gain et de valorisation du bien. Vous en pensez quoi, Richard Mesple? Alors, tout à fait. Ça a été, d'ailleurs, cette réflexion a nourri Local Energy quand on a créé la société il y a 5 ans. C'était de se dire comment le photovoltaïque sur un immeuble peut devenir un objet de rendement financier, parce que c'est pas juste des coûts que de dire on va installer du solaire, ça devient un objet de rendement. Et puis on a mis en place ce qu'on appelle le fermage photovoltaïque, qu'on pourrait opposer un petit peu au contracting qu'on connaît bien. Le fermage, c'est vraiment le propriétaire de l'immeuble qui devient le propriétaire de ces panneaux et il en délègue l'exploitation à une société comme la nôtre. Et à ce moment-là, nous, on va transformer cette énergie en rendement financier. Et puis, grâce à ça, on peut nourrir une pompe à chaleur qui fonctionne avec la solution EnerDRAPE, mais surtout, on va ramener des fonds et ces fonds peuvent être réinvestis différemment dans le temps et ailleurs. Et quand la transition énergétique devient un objet de rendement financier, j'ai l'impression que tout le monde est gagnant, puisqu'il y a la partie financière qui est quand même un élément clé de toutes les réflexions qu'on a dans l'immobilier, mais on a aussi la partie environnementale, et puis de facto, le fait de produire localement ce qu'on consomme localement, c'est une riche idée dans le bon sens du terme. Ça se mesure concrètement, vous parlez les trois en disant c'est intéressant finalement d'investir pour rénover un bâtiment, c'est pas que de l'argent qu'on dépense. Est-ce qu'on peut, de la même manière qu'on peut analyser, screener un bâtiment avant de se déterminer, est-ce qu'on peut mesurer finalement les bénéfices apportés? Alors, si vous permettez, j'ai un exemple très très concret à ce propos. J'avais un propriétaire à Genève qui m'a contacté pour qu'on discute de son installation solaire. Il avait acheté un immeuble qui avait une installation de plus de 100 kW, donc c'est vraiment une grosse installation solaire sur un immeuble qui avait plusieurs dizaines d'appartements. Les photos étaient superbes, les panneaux étaient incroyables. Donc il avait déjà pris des mesures et installé des panneaux. Oui, il avait acheté un immeuble qui avait des panneaux, en fait. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai posé la question, mais finalement, l'énergie de ces panneaux va où? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il n'arrivait pas à me répondre. Et après investigation, on s'est rendu sur place et on s'est rendu compte que les câbles étaient enroulés en toiture. Donc, il n'avait absolument pas la possibilité de profiter de cette énergie. C'est clair que c'est un domaine qui appartient au monde de l'énergie, mais c'est surtout quelque chose qui est vraiment dommage, puisque cette installation, en fait, ne fonctionnait pas. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a une grande méconnaissance, finalement, des propriétaires qui sont très bonne volonté? C'est peut-être une manière de dire chacun son métier. Nous, on est dans le domaine de l'énergie, on valorise ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ce propriétaire? On a mis en place l'installation, on a revendu l'énergie aux locataires, on a fait tout ce qu'il fallait faire, donc il y a pas mal de boulot. Et aujourd'hui, ce propriétaire, on lui verse un montant de 7 000 francs par année qui correspond au fermage, alors qu'avant, il avait 0 francs. Donc, il est passé de 0 francs à 7 000 francs, et ça pour une durée de 30 ans. Donc, c'est très intéressant pour les propriétaires d'avoir des panneaux solaires en toiture, mais pour autant qu'ils fonctionnent. C'est vrai qu'on a envie d'exemples. Richard Mess vient de donner un exemple pour des panneaux pour Local Energy. Est-ce que vous pourriez nous donner
vous aussi, Margot Pelletier, Sébastien Bron, des exemples où vous avez pu procéder à des travaux par étapes qui finalement ont permis d'améliorer le confort pour celles et ceux qui vivent à l'intérieur de ces bâtiments, mais aussi de les valoriser. Sébastien Bron? Oui, alors nous, c'est assez facile, je pense, comme Margot, de quantifier les gains énergétiques parce que finalement, on a des factures de gaz, de mazout annuelles et puis on arrive à corriger ça avec les données climatiques pour avoir des hivers qui sont comparables et puis comme ça, on arrive à démontrer qu'on fait en moyenne à peu près 20% d'économie d'énergie. Et 20%. oui, ça, c'est une moyenne. Ça se situe entre 10 et 55%, mais en moyenne c'est 20. Donc c'est déjà un bon score en fait avec des investissements qui sont moindres. Pour donner un ordre de grandeur, en moins de 2 ans, dans la majorité des cas, on a un retour sur investissement. Ça veut dire qu'à partir du 3e hiver, c'est 20% d'économie qui représentent des fois des milliers, voire des dizaines de milliers de francs sur des grands bâtiments. C'est tout bénéfique pour le locataire et le propriétaire. Et donc, d'un point de vue aussi confort, parce que je reviens là-dessus, c'est important pour nous vraiment d'allier gain énergétique, gain financier et confort. Là, ça se mesure aussi très bien puisqu'on va installer simplement et concrètement des capteurs à l'intérieur des logements ou des pièces, des bureaux en fonction de la typologie de bâtiment. Et on surveille de manière très attentive et de manière aussi automatique le confort pour au minimum l'assurer, mais dans le meilleur des cas et le maximum du temps, l'optimiser. Donc ces capteurs intelligents sont placés à divers endroits du bâtiment que vous analysez et ils évoluent, enfin, les données évoluent au cours du temps, notamment selon la météo, Bien le sûr. chaud, le froid. Oui, et on voit toutes ces données sont très utiles, notamment pour les régies, les facility managers, les concierges, parce qu'avant ils étaient aveugles de ce qui se passait dans le bâtiment. Et puis la notion de confort, c'est très subjectif, ça dépend de tout le monde. Et vous avez des gens qui se plaignent d'avoir froid ou chaud alors qu'il fait 23 degrés. Donc c'est très subjectif, alors qu'avec des données terrain, remontées sur une plateforme très accessible par tout le monde, on peut avoir vraiment des données factuelles, des choses factuelles où on peut dire non, là, il ne fait pas froid ou il ne fait pas chaud. Et ça, c'est une aide aussi pour permettre d'avoir un bâtiment qui a une bonne température et pouvoir répondre à la gestion des plaintes simplement. Margot Pelletier pour Enerdrape, alors vous n'êtes certes pas agente immobilière, mais est-ce que vous constatez tout de même avec votre expérience que des bâtiments prennent de la valeur une fois qu'ils ont été rénovés, même par étapes? Oui, c'est quelque chose que l'on voit, c'est encore assez difficile à quantifier de façon vraiment précise sur vraiment le long terme, la valeur du bâtiment, mais il y a des exemples assez concrets. Déjà, quand on est sur des immeubles locatifs, comme le disait Richard, avant on regardait... Au final, le revenu locatif à l'année, c'est souvent ce qui va déterminer la valeur du bâtiment. Avant, on regardait que le loyer sans les charges, parce que les charges incombaient principalement aux locataires. Maintenant, il y a des évolutions dans ce sens-là. Donc, plus on va diminuer les charges, donc optimiser énergétiquement le bâtiment, plus on va aussi pouvoir un petit peu augmenter les loyers, puis équilibrer cela. Donc, ça va maintenir la valeur du bâtiment sur le long terme. Mais il y a aussi un aspect aujourd'hui, on voit qu'il y a des bâtiments de dizaines d'appartements qui se vendent presque à des prix d'un appartement à Lausanne parce qu'ils sont en très mauvais état, ils ont été mal entretenus. Malheureusement, les propriétaires n'ont plus les ressources financières pour les rénover et ils se retrouvent à brader un petit peu et à avoir perdu énormément de valeur sur leur bâtiment. Parce qu'ils ont attendu trop longtemps, parce comme qu'ils vous ont un disiez au petit début. peu attendu trop longtemps. Alors après, on s'entend, il y a plein d'autres problématiques autour. Mais effectivement, on voit qu'on rentre dans une dynamique où il faut maintenir la valeur de son bâtiment et ça va de plus en plus être lié à l'aspect énergétique. Et il y a un sujet, aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles constructions, de nouveaux bâtiments qui vont être dans des normes énergétiques vraiment très hautes et c'est génial, mais on le voit bien ici en Suisse. Il n'y a plus beaucoup de place pour faire des nouveaux bâtiments. Et aujourd'hui, il y a une statistique, c'est que tous les bâtiments qui seront encore là en 2000... Il y a 98% des bâtiments construits qui seront encore là en 2050. Donc ça veut dire que l'opportunité et la chance, enfin ce qu'on doit transformer en chance et en opportunité, c'est tous ces bâtiments-là, c'est 98% du parc bâti. Et c'est là où on doit maintenir la valeur parce que construire
des nouveaux bâtiments avec des super rendements et une super efficacité énergétique, c'est génial, mais ça va être de plus en plus une rareté dans le futur. C'est vrai que le territoire suisse est petit. C'est ce que vous disiez finalement au début de ces discussions, quoi, que l'enjeu véritablement, c'est de rénover de manière efficace le bâti existant qui sera encore là dans quelques décennies. On parle de la valeur des bâtiments. Ça se mesure, la valeur d'un bâtiment du point de vue énergétique. Je pense au CECB qu'on connaît quand même assez bien maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres instruments techniques qui permettent de mesurer l'efficacité énergétique d'un bâtiment et donc d'évaluer sa valeur? Alors, de mesurer l'efficacité énergétique, oui, il y a ce qu'on appelle l'indice de dépense de chaleur, notamment pour le domaine du chauffage, mais qui est de plus en plus utilisé, notamment dans le canton de Genève, puisque là-bas, et je rejoins un peu sur la notion de trop tard, c'est que là-bas, il y a déjà des contraintes législatives qui imposent en fait d'être sous des certains seuils de ce fameux IDC, indice de dépense de chaleur. Et donc, au-delà de ça, on est soit pénalisé, ou même, comme c'est le cas en France, on ne peut plus louer des logements qui sont dans des passoires énergétiques. Et donc, il y a un peu le double enjeu, c'est de valoriser son bien, mais de justement pas attendre trop tard avec ces outils de mesure pour que ça devienne une contrainte, en fait. Puis il y a aussi, c'est plus spécifique pour les gestionnaires d'actifs, pour les fonds d'investissement immobilier, mais il y a des sortes de scores et des indicateurs clés qu'aujourd'hui vont regarder leurs propres clients, en fait, leurs propres investisseurs. Aujourd'hui, un fonds d'investissement immobilier, des investisseurs investissent dans leurs fonds et eux, leur rôle et leur métier, c'est de maintenir et de faire du rendement avec les bâtiments. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus seulement les critères économiques qui rentrent en compte dans les choix, mais il y a aussi des critères environnementaux et énergétiques. Il y a comment on appelle ça, le bilan carbone du bâtiment, il va y avoir la consommation d'énergie par mètre carré du bâtiment. Il y a des indicateurs comme ça qui vont aussi être clés et qui vont donner plus ou moins d'attractivité à un fonds d'investissement immobilier. Donc ça veut dire que potentiellement, un investisseur qui veut investir dans un fonds, il va regarder entre 3 fonds différents. Un va peut-être avoir un très bon rendement financier, mais s'il est face à un autre qui a un bon rendement financier, mais aussi un bon rendement énergétique, un bon score environnemental, on sait qu'ils vont de plus en plus aller vers ce type de fonds-là. Donc il y a aussi indirectement ces mesures-là, ces scores-là qui vont permettre aussi d'augmenter la compétitivité d'un fonds et d'un gestionnaire d'actifs face à leurs propres clients au final. Vous le constatez, ça aussi, Richard Mepps, du côté de vos clients, c'est-à-dire que ça permet véritablement d'augmenter la valeur et l'attractivité. C'est quelque chose il y a comme un changement aussi peut-être dans les mentalités des investisseurs? Oui, il y a plusieurs pressions, il y a plusieurs changements qu'on a observés durant ces dernières années. Je dirais qu'on a la pression des investisseurs qui est assez nouvelle et qui est très intéressante. C'est que maintenant, les gens, effectivement, qui investissent, ils veulent avoir la garantie d'un rendement purement financier, mais aussi la garantie que le fonds, le gestionnaire de fonds, va dans la bonne direction d'un point de vue énergétique, social. Enfin, c'est les mesures ESG qu'on connaît. Donc ça, c'est une première pression qui est bienvenue. Et puis la deuxième, je dirais, c'est aussi les locataires, des locataires qui demandent à avoir un immeuble qui a une production photovoltaïque, qui a des bornes de recharge, qui n'est pas dépendant des énergies fossiles. Et Dieu sait si aujourd'hui c'est une réflexion qui a du sens avec ce qu'on vit. Donc je pense que l'intérêt, c'est que tout le monde va dans la même direction pour dire, ok, ces immeubles, on doit les rénover, faisons les choses correctement. Et c'est ce mot « faisons les choses correctement » qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, puisqu'il faut être entouré des bonnes personnes, avec les bonnes compréhensions, et puis à ce moment-là, on arrive à déployer des solutions qui font du sens. Justement, on l'a dit, mais on est peut-être allé un tout petit peu vite au début de ce séminaire sur les freins, sur les peurs. Qu'est-ce que vous diriez, chacun, chacune, à un propriétaire d'immeuble qui hésite à se lancer ou qui ne sait pas par quoi commencer? Sébastien Bron. Alors, je pense qu'il y a encore 3-4 ans, j'aurais compris à la place de mon client ou ma cliente ces réticences par rapport, comme je disais avant, des nouvelles technologies.
Mais aujourd'hui, avec un parc de plus de 400 bâtiments, avec des noms connus, que ce soit communaux ou fonds d'investissement, on a des exemples, en fait. C'est aussi ça la force. Des exemples de solutions qui fonctionnent? Voilà, des exemples de cas concrets où on atteint justement ces 20, 30, 40% d'économie d'énergie. Donc, je dirais la crainte, il suffit de, entre guillemets, voir ce que fait sa voisine ou son voisin pour que cette crainte, elle diminue un peu. Mais je pense aussi que ça passe par ce qu'on disait au début, la notion de subvention, où là, pareil, il y a encore 3 ans, pour des solutions comme la nôtre, il n'existait zéro subvention parce que généralement, c'est toujours des subventions de rénovation classique comme remplacement du producteur de chaleur ou bien isolation périphérique ou installation de panneaux photovoltaïques. Et là, on voit quand même qu'il y a une vraie volonté politique d'ouvrir les subventions à des nouvelles solutions comme la nôtre. Et je suis très heureux de pouvoir faire partie de ces programmes de subvention dans différents cantons et communes. Bon, ça, c'est quelque chose qui évolue sans cesse, hein, la question de ces subventions. Sur les freins dont on parlait tout à l'heure aussi, Margot, convaincre quelqu'un qu'on peut se lancer, qu'il faut y aller, quels seraient vos arguments? Moi, un argument, ça serait de nouveau d'agir maintenant et de pas attendre la solution miracle. Je pense que, en tout cas, dans le domaine du chauffage, on a été très mal habitués parce qu'on avait une solution qui marchait partout, c'est la chaudière à gaz. Elle est plus ou moins grande en fonction des besoins, ou la chaudière à mazout. Et on a tendance à croire ou à attendre qu'il va y encore avoir cette solution locale, décarbonée, renouvelable, qu'on va pouvoir déployer partout sans aucune contrainte. Je pense que ça ne va pas arriver, et de se dire, aujourd'hui, on peut combiner plusieurs solutions. Il y a certaines solutions qui font du sens sur certains objets, d'autres qui ne le font pas. Mais c'est vraiment d'aller trouver cette combinaison pour vraiment pouvoir faire déjà un pas et de nouveau commencer à avancer dans la bonne direction. Et faire 50% du chemin, c'est toujours mieux que de faire 0% du chemin. Est-ce que vos clients ont besoin d'être assurés aussi au niveau financier? Est-ce qu'ils vous disent, écoutez, vous êtes bien sympa avec vos solutions énergétiques, mais à partir de quand est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Ou à partir de quand est-ce que je vais rentrer dans mes frais? Et là aussi, comment est-ce qu'on peut les rassurer? Et puis je pense que là-dessus, il y a justement le paradigme qui a changé, parce que comme on le disait avant, il n'y a qu'à une époque les locataires qui profitaient, si je parle d'immeubles résidentiels, qui profitaient en fait des gains financiers. Et aujourd'hui, avec les critères ESG dont tu parlais tout à l'heure, les propriétaires, ils sont aussi bénéficiaires. Et en fait, là, d'un point de vue financier, alors là, je parle pour une autre solution, mais le fait de leur dire, vous n'investissez rien, oui, les locataires en profitent, mais vous augmentez la valeur de votre bien immobilier et votre score ESG, là, en fait, c'est win-win. Donc, il n'y a plus, je dirais, ce frein-là. Avec des outils financiers modernes, il existe de moins en moins. Ou alors avec des solutions qui sont très pragmatiques et peu onéreuses, ça existe aussi de moins en moins. Et les chiffres le démontrent. Richard Mesple, sur cette question du retour sur investissement, les gens peut-être ont aussi envie de savoir à partir de quand, combien d'années, à partir de combien de temps je vais pouvoir rentrer dans mes frais. Alors, pour ce qui concerne notre solution de fermage, dans notre cas, on propose des rendements de 4 à 8%, voire 10% suivant les objets. Donc ça, c'est la rentabilité directe par rapport à l'investissement net qui a été opéré par le propriétaire. Donc c'est des rendements qui sont plutôt bien par rapport à ce qu'on connaît dans le domaine de l'immobilier et dans le domaine bancaire. Et je pense que ça vaut la peine aujourd'hui pour un propriétaire immobilier de se dire il faut absolument que j'ai une installation solaire sur mon toit. C'est comme s'il rajoutait un appartement en fait sur son immeuble. Et rajouter un appartement, il sait que c'est un rendement supérieur pour son immeuble. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour le propriétaire et les locataires puisqu'ils ont de l'énergie moins chère que celle du réseau. Est-ce que vous observez, les trois, que dans vos domaines respectifs, les mentalités sont en train d'évoluer? Est-ce qu'on est quand même dans une phase où ça change, où les propriétaires se renseignent, les communes se renseignent, les architectes, les ingénieurs? Il y a une volonté de mieux maîtriser ces sujets-là? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience et puis c'est marrant parce que la politique mondiale, elle va influencer ces réflexions. Des gens qui disent ça m'intéresse pas, d'autres oui, ça m'intéresse. Mais au final, il y a quand même un mouvement de fond, j'ai l'impression en Suisse, où quel que soit l'impact de la politique mondiale, il y a une prise de conscience que l'énergie, elle
elle a une certaine valeur, on doit la créer, on doit la mesurer, on doit la comprendre, mais c'est un domaine qui reste compliqué puisqu'on doit vulgariser, nous, en permanence, cette problématique. Si on demande aux auditeurs qu'est-ce qu'un litre d'eau, tout le monde a une idée très très claire du litre d'eau, que ce soit le poids, que ce soit le prix, en combien de temps on va pouvoir le boire, etc. Par contre, si on vous pose la question qu'est-ce qu'un kilowattheure, ben à ce moment-là, on a perdu 99% des gens qui nous écoutent, puisque le kilowattheure, on nous demande de consommer des kilowattheures verts, de consommer peu de kilowattheures, mais en fait, c'est quoi le kilowattheure? Et ça, c'est un petit peu notre difficulté. On travaille avec une denrée qui est absolument essentielle à la vie, et on se propose de la soigner, cette denrée, de la produire localement, d'utiliser les murs, de la mesurer, de faire des économies. Et c'est là où finalement tout le monde est gagnant. De prendre soin de cette énergie et aussi, comme on le fait aujourd'hui, essayer de parler très, très simplement et très concrètement de solutions qui sont à disposition des propriétaires d'immeubles. Margot? Oui, tout à fait, c'est ça. De proposer les solutions qui sont déjà là et qui ont des retours, des références. Aujourd'hui, alors, nous, on est des experts dans ces domaines-là, mais donc on doit vulgariser pour montrer, visibiliser en fait cette problématique-là et surtout visibiliser les gains qu'il peut y avoir derrière en fonction des différentes solutions. Et on visibilise ça avec des cas concrets, avec des références, avec des chiffres et avec de l'expertise. Est-ce qu'il y a des solutions en Suisse ou peut-être ailleurs dans le monde qui vous font rêver, des démarches que vous trouvez exemplaires et que l'on pourrait peut-être citer avant de se quitter dans cette réunion? Sébastien Bron, il y a des solutions comme ça qui vous font rêver? Moi, je prends souvent exemple sur les pays nordiques parce que je pense qu'ils ont une longueur d'avance d'un point de vue de la réflexion, que ce soit globale, sur l'énergie globale, que ce soit la mobilité, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit l'efficience des bâtiments. Et puis, je rêve qu'on aille plus vite, mais comme l'a dit Richard, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Je pense que la politique mondiale y contribue, notamment, on l'a vu il y a 3 ans à peu près, avec la crise énergétique. Et il y a eu un déclic, en tout cas d'un point de vue des communes, il y a eu un vrai déclic, il y a eu ce devoir d'exemplarité qui se fait depuis longtemps, j'ai l'impression, justement dans les communes plus des pays du Nord, mais ça vient gentiment en Suisse et j'espère que le tournant va se faire encore plus vite ces prochaines années. Oui, puis il y a les lois, les normes qui évoluent. On a certaines contraintes aujourd'hui qui risquent de devenir plus dures aussi à l'avenir. Donc il faut s'y préparer. Oui, tout à fait. Ça va de toute façon être la vis va se resserrer de plus en plus. Ça, j'en suis assez convaincue, en tout cas de mon côté. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose les uns les autres, Richard Mess pour Local Energy à Lausanne, Enerdrape avec vous, Margot Pelletier, vous êtes située à Renan, et vous, Sébastien Bron, pour Yord, je rappelle, vous êtes situé à Fribourg, mais que j'imagine vous opérez un petit peu partout en Suisse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, peut-être pour clarifier justement pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent et qui sont intéressés, qui se questionnent pour des solutions énergétiques, lesquelles, à quel moment, combien? Oui, alors moi je pense que le maître mot en fait dans toutes ces réflexions, c'est l'indépendance énergétique au niveau national. Après, on arrive jusqu'à l'immeuble. Et puis quand on est propriétaire de cet immeuble et on a cette notion d'indépendance énergétique en tête, on doit faire appel à plusieurs spécialistes. N'hésitez pas à demander des offres, n'hésitez pas à rentrer en contact. Les compétences sont là, sont locales. Je pense qu'il faut les solliciter, ne serait-ce que pour se rendre compte de ce qu'on peut faire. On aime bien que nous, les propriétaires, viennent nous voir pour nous dire, voilà, je ne suis pas encore décidé, mais j'aimerais juste savoir dans quelle direction je vais aller. Et puis là, venez nous voir et on se fera un plaisir de faire un premier pas, une première discussion pour éclairer le chemin de la rénovation énergétique. Margot, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, moi peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est justement si vous êtes propriétaire immobilier ou gestionnaire d'actifs, de penser à votre bâtiment un peu différemment et de penser à sa fonction. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pense beaucoup à une seule fonction, c'est loger des gens ou loger des activités, et se dire à quel point ma toiture,
mon parking, mon chauffage qui consomme trop, je peux aussi lui donner une autre utilité, une utilité énergétique, une utilité financière et comment transformer ces pertes en un actif réel et d'avoir un peu, de changer un peu cette mentalité-là. Et je pense que ça peut soulever pas mal de très bonnes questions. Et après, on sera là pour y répondre. De ne pas le voir uniquement comme c'est de le voir comme un objet global finalement. C'est ça, et que ça soit pas seulement un coût ou des charges, mais vraiment comment on va transformer ces surfaces inexploitées en un réel investissement et actif sur le long terme. Sébastien Bron, vous souhaitez compléter? Moi, je dirais qu'on a de la chance en Suisse, c'est qu'on a la proximité. On a un tout petit territoire et puis moi, j'adore le train et je suis très curieux. Et j'espère que les gens sont aussi curieux que moi et j'adore rencontrer des gens et parler de le potentiel sur leur parc immobilier. Et donc, je pense que ça coûte rien aujourd'hui de faire un pas dans la direction de la transition énergétique, simplement en étant curieux, en se renseignant sur ce qui se fait et puis en discutant du potentiel d'un parc immobilier, que ça se fasse maintenant, que ça se fasse dans 10 ans, que ça se fasse jamais. Mais je trouve qu'on n'est jamais assez curieux de nouvelles solutions telles qu'on les propose et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour demain en fait. Parce qu'ils ont pratiquement tous du potentiel, ces vieux immeubles qui seront encore là en Suisse dans quelques décennies. Ils ont tous du potentiel, mais pour certains, le potentiel, ça peut passer par le remplacement global de l'immeuble. Si Mais ça, c'est plus rare. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Mais en général, on arrive à rénover des immeubles pour qu'ils deviennent vraiment des petits consommateurs et on augmente la qualité de vie. On est mieux. Et vous l'avez dit, et on le répète avant de se quitter, il faut agir maintenant. Ça n'a pas de sens d'attendre la solution miracle. Les bonnes solutions techniques ont été éprouvées et sont à disposition pour des tarifs qui peuvent être intéressants, d'autant plus qu'on peut procéder par étapes. Oui, tout à fait. En soi, c'est un peu... Enfin, pour faire l'analogie, c'est un peu comme un investissement. Celui qui a investi dans telle société un an plus tôt ou un an plus tard, il ne va pas avoir le même ratio pour son action. Et au final, c'est exactement la même chose à l'échelle d'une rénovation énergétique d'un bâtiment. Plus on attend, moins on y gagne. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurence. Merci Laurence.